Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, ce focus sur la présidentielle tunisienne à une semaine du scrutin. Qui sont les candidats qui affronteront Kais Saied, ce président qui brigue un nouveau mandat après s'être arrogé déjà tous les pouvoirs? Quels sont les enjeux de cette élection? Décryptage avec notre correspondante Lilia Blaise depuis Tunis. Lui aussi devrait être candidat à la présidentielle de son pays. On parle du chef de la junte guinéenne, Mamadi Doumbouya, même s'il ne s'est pas encore officiellement déclaré. Ses soutiens s'organisent, ses détracteurs aussi. L'opposition tente d'empêcher cette candidature. Des explications à suivre dans cette édition. La sortie du porte-parole de la junte malienne à la tribune des Nations Unies qui fait des vagues. Le colonel Abdoulaye Maïga a accusé l'Algérie d'ingérence dans les affaires maliennes. Il a aussi abordé la question de sécurité dans son pays et au Sahel. On ouvre ce journal par ce focus politique sur la présidentielle tunisienne à une semaine du scrutin. Qui sont les candidats qui se présentent à cette présidentielle en dehors de l'omnipotent Kais Saied, président élu en 2019 et qui s'est octroyé tous les pouvoirs 2 ans plus tard? Clémence Valère. Ils sont 3 à viser le plus haut poste de la Tunisie. Tout d'abord, il y a le président sortant, Kais Saied, qui brigue un second mandat. Il a été élu démocratiquement en 2019 sur un programme visant à renverser l'ordre ancien et à rendre la parole au peuple. Conservateur assumé, il fait un coup de force le 25 juillet 2021 et s'octroie les pleins pouvoirs. Après des mois de blocage politique, il finit par limoger le Premier ministre et dissoudre le Parlement. 1 an plus tard, il fait passer la Tunisie d'un régime parlementaire à un régime ultra-présidentiel. Durant l'été 2022, Kais Saied fait adopter une nouvelle constitution par référendum, créant un nouveau système de 2 chambres au pouvoir très limité. Sous sa gouvernance, beaucoup de ses opposants se retrouvent arrêtés et emprisonnés. Depuis, il est accusé de dérive autoritaire et de répression politique par l'opposition. Le second candidat, Zouheir Marzaoui, est un vétéran de la politique tunisienne. À 59 ans, il est connu comme un ancien député de la gauche et il est aussi le secrétaire général du parti Echab. Né en 1965, il a commencé sa carrière en tant que professeur de mathématiques à l'école secondaire, puis a plongé dans le monde de la politique. Il était député de la circonscription de Kibili au bloc démocrate à l'ancienne Assemblée dissoute. Longtemps allié du président sortant, Zouheir Marzaoui est aujourd'hui critique envers Saied. Et le troisième candidat est Aïchi Zamel, un homme d'affaires de 47 ans, actuellement derrière les barreaux. Ingénieur en chimie, l'industriel est peu connu du public tunisien. Il a fait fortune dans l'exportation de plantes et l'agroalimentaire avant d'intégrer le parti Tahriatounès, le parti de l'ancien Premier ministre Youssef Chahed. En 2019, il fonde son propre parti politique, Azimoun, un parti libéral. À la surprise générale, il réussit à se qualifier pour la présidentielle de 2024, devançant d'autres au CV plus fournis. Il est incarcéré depuis début septembre pour des accusations de falsification de parrainage. Purgeant une peine de 20 mois d'emprisonnement, il a été condamné la semaine dernière à 6 mois supplémentaires. Les Tunisiens ont rendez-vous aux urnes le 6 octobre pour l'élection présidentielle. Pour aller plus loin, notre correspondante Lilia Blaise nous aide à décrypter cette élection dont la campagne électorale ne ressemble à aucune autre. Extrait de notre entretien. C'est une campagne clairement atypique, déjà parce que très peu d'affiches à l'effigie des candidats sont affichées actuellement, que ce soit dans le Grand Tunis ou dans les régions. À une semaine de l'élection, encore plusieurs emplacements étaient vides, comme nous avons pu le remarquer sur le terrain. Alors il y a des campagnes qui se font de la part du candidat, notamment Zouheir Marzaoui, via du tractage, du porte-à-porte. Il était ce week-end par exemple dans la ville de Sfax, le poumon économique du pays, tout comme les partisans du président Kais Saied qui eux aussi mobilisent leur réseau à travers plusieurs villes puisque le président de la République n'a pas de parti, c'est un peu sa marque de fabrique depuis son élection en 2019. Et puis il y a ce grand absent de la campagne, comme vous l'avez dit, Aïchi Zamel, le troisième candidat qui lui est en détention et qui n'a aucune affiche pour le moment placardée dans le Grand Tunis ou dans les régions. Alors en partie parce que les membres de sa campagne ont expliqué qu'ils subissaient beaucoup de pression pour faire campagne pour lui et puis aussi parce qu'il manquait de moyens. Ils ont toutefois ajouté qu'il n'allait pas renoncer à faire campagne pour ce candidat qui reste pour le moment en détention.
présidentielle toujours, mais en Guinée, les choses ne font plus de doute quant à l'éventuelle candidature du chef de la junte, même si Mamadou Doumbia ne s'est pas encore officiellement déclaré. Ces candidats se préparent et ses détracteurs se mobilisent, même depuis l'étranger. Les détails avec notre correspondant Malik Diakité. Depuis quelques jours, les partisans du général Mamadi Doumbouya se mobilisent dans plusieurs régions de la Guinée, comme ce dimanche à Kissidougou, dans la très convoitée région de la Guinée forestière. C'est le peuple tout entier aujourd'hui, toute corporation confondue, toute catégorie de la population, que ce soit les jeunes, que ce soit les femmes, que ce soit les vieillards. Vous le voyez par l'enthousiasme aujourd'hui dans toutes nos préfectures et surtout dans la capitale. Nul autre Guinéen n'a le droit d'empêcher un autre Guinéen de se présenter aux élections de son pays. Dans une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux, l'opposant Cellou Dalein Diallo en exil a appelé à la résistance face à cette éventuelle candidature du général Mamadi Doumbouya. À Conakry, les principaux partis politiques du pays s'organisent eux aussi contre le projet. Ils sont conscients que le projet dans lequel ils sont, c'est un projet qui n'est pas partagé par le peuple de Guinée. C'est pour cela aujourd'hui l'interdiction systématique des manifestations. C'est pour cela la fermeture des médias privés les plus suivis. C'est pour cela ce recours à tout prix à la répression. Ils savent déjà que le peuple de Guinée n'est pas prêt à accepter cela. Ce projet, ça ne pourra pas passer. Pour l'heure, le général Mamadi Doumbouya n'a pas encore officiellement déclaré sa candidature, mais celle-ci est vivement encouragée par son entourage, notamment le porte-parole de la présidence, le général Amara Camara. Le vice-premier ministre malien s'en est pris à l'Algérie lors de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le colonel Abdoulaye Maïga a accusé les diplomates algériens d'héberger des terroristes et de faire preuve d'ingérence dans les affaires intérieures du Mali. Le point avec notre correspondant régional, Serge Daniel. À la tribune des Nations unies, le porte-parole de la junte malienne a expliquer que si la situation sécuritaire est devenue difficile dans son pays et dans le Sahel, c'est justement à cause de l'intervention de l'OTAN en Libye. Et qu'actuellement, si les trois pays dirigés par des putschistes, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ont décidé de créer une alliance, une confédération des États du Sahel, c'est justement d'abord pour lutter contre l'insécurité et que cette lutte porte ses fruits. Mais le ministre de l'administration territoriale du Mali, porte-parole du gouvernement, a également reconnu que le tout sécuritaire ne suffit pas pour lutter contre le terrorisme et qu'il faut penser à autre chose, des gestes politiques et des gestes de développement notamment. Il a abordé également les rapports de son pays avec l'Algérie, le voisin algérien. Les rapports ne sont pas du tout bons. Après les dernières déclarations de l'Algérie, le porte-parole du gouvernement malien a parlé de véritable mort de l'accord de paix d'Alger signé entre les rebelles et le gouvernement, et que les incantations de l'Algérie ne vont pas ressusciter cet accord. Il a également déclaré que le Mali n'est pas une province de l'Algérie, et puis il a critiqué la situation des droits de l'homme décrite au Mali par l'Algérie. Et pour montrer que le Mali n'est pas du tout content, l'actuel ambassadeur, le nouvel ambassadeur d'Algérie au Mali est à Bamako depuis un moment, et il n'a toujours pas présenté ses lettres de créance au chef de la junte malienne, le colonel Assimi Goïta. Un poète kényan tente de réanimer la flamme des manifestations qui ont embrasé la jeunesse du pays pendant l'été. Willy Oeba investit les bus de la capitale où il déclame des textes politiques à ses compatriotes bloqués dans les bouchons. Il y a 3 mois, des milliers de jeunes ont manifesté contre un projet de loi des finances. Les rues se sont depuis vidées. Beaucoup craignent néanmoins la répression policière qui a fait plus de 60 morts à l'époque. L'amertume contre la classe politique est restée. Clémence Valère. Passant d'un bus à l'autre, le poète Willy Oeba partage sa frustration politique avec les passagers bloqués dans les bouchons de Nairobi. À sa manière, l'artiste de 30 ans tente de garder en vie la flamme des manifestations de la jeunesse qui ont embrasé le Kenya il y a 3 mois. Ce que nous faisons en ce moment, c'est une révolution des mentalités pour expliquer aux gens pourquoi nous faisons ce que nous faisons, pourquoi les gens ont manifesté, pourquoi nous devons voter, pourquoi nous devons participer. Utilisant son art, le slameur offre une sorte de cours d'éducation civique dans ses véhicules où se croisent chaque jour des centaines de milliers de citoyens. Son but ? Motiver plus de Kenyans à s'impliquer davantage dans la vie politique.
Les manifestations ont fait naître une génération de citoyens actifs, artistes, avocats, médecins, qui utilisent maintenant leurs outils pour aller aussi sur le terrain et éduquer les citoyens. Et il n'est pas seul. D'autres portent le même message jusque dans les bidonvilles de Nairobi. Chaque jeudi, Wanjira Wanjiru et Kasmuel Makouré se rendent à Mathare pour rencontrer et discuter avec les jeunes. Pour eux, le changement ne provient pas que des manifestations. Le véritable changement réside dans l'organisation des communautés, dans le rassemblement des communautés. Nous venons nous assurer que nous sommes sur la même longueur d'onde mentalement, que nous nous parlons, que nous sommes d'accord de changer un Kenya qui nous tue, qui vole notre avenir. Cette éducation civique par la rue ne fait pas l'unanimité. Willy Oeba affirme avoir reçu des appels anonymes l'accusant d'enflammer la population. Et on termine ce journal avec des images de la Fashion Week à Paris en ce moment. Le Makrosa Africa est une marque de knitwear comprenée de mailles sud-africaines fondée en 2010 par Laduma Ngosokolo, ce qui s'inspire de la culture Xhosa pour justement créer des pièces destinées aux initiés en alliant motifs traditionnels et modernité. La marque célèbre l'esthétique Xhosa à travers des créations haut de gamme racontant ainsi une histoire de patrimoine culturel riche et d'identité vivante. Voilà. Et c'est ainsi que nous refermons notre journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde. Et ce soir en particulier de Tunis à Conakry en passant par Bamako. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.